Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Kambembo Néhémie. Bienvenue dans Salt Podcast. Ce nouveau épisode de notre podcast est sponsorisé par House Vision Microfinance Bank, qui est l'une des institutions fortes et compétentes en Afrique, qui fournit des services financiers efficients et efficaces, durables à la société à faible revenu de la région, avec les CEO Glody Kambembo. Alors, parole à notre invité. Bonjour, Monsieur Joseph. Bonjour, Monsieur Néhémie. Merci pour l'invitation. En fait, je suis très content de vous avoir aujourd'hui. On peut avoir une brève introduction de vous? En fait, d'abord, premièrement, j'aimerais bien vous remercier pour cette opportunité et vous encourager et dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien pour donner la lumière à tout ce que l'on fait, quoi. En fait, encourager les jeunes, la jeunesse à entreprendre. Donc, merci en tout cas pour l'invitation. C'est un plaisir. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Joseph Mandongo, Congolais de père et de mère. comme tu viens de le dire, c'est vraiment bien. Notre pays est très grand et beau. Donc, on ne souhaite pas être citizen ou on dit quoi, ou avoir d'autres nationalités. En fait, je suis fier d'être congolais et puis ça me va. Ok. Et puis, je pense que les gens aussi aimeraient savoir en fait votre parcours. Qu'est-ce que vous faites en fait, si vous pouvez nous donner cette brève introduction de vous. D'accord. En fait, comme je vous ai dit à l'introduction, je suis congolais d'origine, né au Congo, grandi au Congo. Mais quand je finis des humanités, c'est quand je me suis décidé de bouger. Je suis venu en Afrique du Sud et ça fait pratiquement 11 ans que je suis à Jobour. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à venir en Afrique du Sud, mais c'était juste pour acquérir d'autres expériences de la vie. Et je crois que cela m'a beaucoup aidé. Je suis arrivé à Jobour en 2011. Donc, je sais, comme on le sait tous, ici, c'est un pays anglophone. On devait d'abord passer du temps à apprendre l'anglais et puis on l'a fait. Et aller à l'université. Et là, je fais les 3 commerciales, comme l'eau. Donc, c'est un peu avec cette formation-là et qui m'a permis d'apprendre plus sur l'entrepreneuriat. Donc, nous voici, on est là. Et on continue notre chemin ici en Afrique du Sud. D'accord, monsieur l'entrepreneur. Et là, on voit que vous êtes... je sais que vous avez beaucoup de casquettes, notamment à donner, mais on aimerait savoir la principale, en fait. Qui êtes-vous réellement? Ok. En fait, je suis le chairman de l'entreprise qui s'appelle Dosé Group. Dosé Group, c'est mon business ou ma compagnie. Je l'ai créé en 2019. En fait, juste pour vous donner une petite histoire. Quand je finis avec mes études, c'était, je crois, en 2017. Et je crois que vous n'ignorez pas les réalités des pays étrangers. En fait, trouver un travail, c'était difficile. Bon, avant même que je puisse arriver là, je vais juste vous donner l'idée. Ces sentiments-là d'immobilier, ça vient d'où, en fait? Donc, j'ai loué un endroit. Quand je suis venu, c'est mon oncle qui m'avait reçu pour une année. Et merci beaucoup là où il est. Je crois qu'il nous voit aussi. Je ne vais pas citer son nom, mais il est maintenant en Amérique avec toute sa famille. Et quand il partait, je devais avoir un endroit seul. Jeune que j'étais, pas d'expérience, mais je devais au moins me pousser. J'ai eu un endroit. Et c'est juste à la fin, quand je finis mes études, on a eu un petit problème qui ne manque pas, les problèmes financiers. Et comme je dépendais de Kinshasa, et puis ces petits problèmes, moi, je devais m'organiser du coup. Et l'homme doit toujours s'adapter. Et je devais aussi m'adapter à cette situation-là. Et j'avais juste un appartement très beau et je m'organisais bien. Donc, du coup, je me suis dit non. Et là, je paye trop cher. Je me suis dit non. Je dois bien réfléchir maintenant. Et
c'était pas légal et j'encourage pas les gens à le faire. Il faut toujours avoir l'autorisation, mais tu sais, des fois, il faut vraiment naviguer la vie. La vie n'a pas une ligne droite où qu'on doit tout suivre. Donc, j'ai dû trouver une personne pour occuper mon endroit et il me payait plus que ce que je payais. Et je me suis organisé à trouver un endroit qui était un peu moins cher et j'avais un peu d'argent sur place. Donc, du coup, je pourrais bien payer l'endroit là où j'avais pris et avoir un peu d'argent pour payer l'autre maison. Donc, c'est cet esprit-là qui m'a un peu permis à aimer l'immobilier. Et je ne savais pas, en fait, c'est là, cette étape-là est passée. Et quand j'ai fini mes études, du coup, je me retrouvais sans boulot. Et puis, c'est pas facile de trouver un travail dans un pays étranger. Vous ignorez pas, en Afrique du Sud, pour avoir un travail, on donne d'abord la priorité aux autochtones. Donc, il y a des questions qu'on pose. Des genres de travail que tu dois faire, est-ce que les Sud-Africains ne peuvent pas faire ça? Automatiquement, si eux-mêmes peuvent faire ça, donc tu n'es pas qualifié. Et souvent, ce sont des ingénieurs, des docteurs qui ont la facilité d'avoir le boulot. Nous, qui ont fait du business, l'économie, la majorité des Sud-Africains font ça. Donc, du coup, la compétition était grande. La seule option pour moi était de me lancer dans quelque chose où la compétition était moindre. Quelque chose où je devais beaucoup plus travailler pour me faire de l'argent. Quelque chose qui ne me donnait pas un salaire. Et pour le faire, je devais juste aller me lancer dans l'immobilier, pour moi en tout cas. J'avais eu le temps de lire quelques livres sur l'immobilier et ça m'avait intéressé, mais je ne savais pas où commencer avec ça. Donc du coup, j'habitais à Bryanston, ceux qui connaissent Jobourg. Je me promenais, je voyais les compagnies immobilières. Je suis allé dans une compagnie qui s'appelle Rossam. Ils sont toujours là. Quand je suis arrivé là, j'ai fait l'interview, mais c'était compliqué. Ils m'ont fait mal à la tête. C'est comme s'ils devaient me payer. Toujours la vie. Non, je te dis, mon frère, c'est comme s'ils devaient me payer l'argent. Donc, quand j'ai fait ça, c'était vraiment trop intense. Et à la fin, ils m'ont dit non, en tout cas, comme tu n'as pas d'expérience, on ne peut pas t'engager pour être comme agent. Bon, c'est la vie. Je n'ai pas abandonné. Je devais toujours continuer à être branché, à trouver des opportunités dans ce que j'aimerais bien faire. Et puis, du coup, j'ai trouvé une compagnie qui est la Williams. C'est une compagnie américaine. Et ils sont basés en Afrique du Sud aussi. Et je suis allé là-bas et c'était facile. C'est comme si ils avaient besoin de moi, en fait. Donc, c'était pas comme si je cherchais un travail et tout. Donc, non, ça va, tu peux venir. Oh, j'étais même étonné. Je dis seulement comme ça. Non, viens demain. Moi, j'avais même peur. Je dis demain, non, demain, c'est un peu très tôt pour moi. Donc, j'ai donné rendez-vous pour la semaine prochaine. Et puis, j'ai commencé comme agent immobilier. Donc, on faisait la vente des maisons, location et tout ce qui a trait avec l'immobilier. Donc, c'est un peu ce sentiment-là qui m'a poussé à être dans ça. Et puis, bon, je ne vais pas tout donner l'histoire. Comme je suis là pour parler des dosiers, mon entreprise. En fait, c'est ce que j'ai aimé avec Keller Williams et dans la vie en général, il faut vraiment s'équiper dans tout ce que tu veux faire. Et la compagnie qui m'a bien formé sur l'immobilier, c'est cette compagnie-là, Keller Williams. On avait des trainings pratiquement chaque semaine et on apprenait. Le premier pas de devenir agent, c'est quoi, il faut faire comment, tu dois te comporter comment. En fait, c'était pas vraiment un job, c'est une profession. Donc, on nous préparait vraiment pour ça et comment gérer notre propre business. Alors, aussi, j'aimerais savoir, parce que vous avez un parcours assez intense, si je peux le dire comme ça. Exactement. Mais à voir que lorsque vous avez fait toutes ces formations-là et tout, ça vous a pris combien de temps pour réaliser votre première vente? Et comment, en fait, vous êtes senti après cette première fois-là?
En fait, moi, dans la vie, d'abord, premièrement, je crois... beaucoup de gens ne croient pas à ça, mais moi, je crois aux destinées. OK. Des fois, ce qui nous arrive dans la vie, je sais pas, je pense qu'il y a un chemin qui est déjà tracé. Beaucoup de gens vont m'opposer. Ils vont dire que non, tu dois beaucoup faire, tu dois te donner, tu dois créer ton avenir. Je pense qu'il y a des gens... Parce que, imaginons un peu, la vie nous met dans des conditions où, quand tu regardes après, tout va avoir un sens. Maintenant, là, quand tu vis, tu ne comprends pas. Mais après un temps, quand tu regardes, tu dis, oh non, je devais aller à tel endroit, je devais aller à tel endroit, je devais voir telle personne pour créer mon histoire. OK. Donc, en fait, ça m'avait pris à peu près 6 mois. Parce que, premièrement, quand tu deviens agent, on te prépare déjà mentalement. On te dit, prépare-toi au moins 3 mois de ne pas avoir de l'argent. Imagine un peu. Je veux savoir, comment est-ce que vous êtes senti lorsque vous avez reçu ça comme phrase? Non, imagine un peu, tu es là, comme on dit à Lingala au Congo, on a la galère, on va piaka. tu pars chercher un travail, on te dit non, monsieur, prépare-toi, pendant 3 mois, tu n'auras pas d'argent. Donc, tu dois te donner, tu dois prendre, et puis après ça, peut-être même, tu auras la chance de te faire de l'argent. Peut-être. Donc, c'est pas quelque chose qui est certain. Exactement. Mais vous êtes quand même allé pour ça. Exactement. En fait, je n'ai pas abandonné parce que c'est quelque chose que j'avais vraiment au cœur. Je savais ce que je voulais. Et dans mon esprit, je voulais être entrepreneur. Et puis, la seule voie de devenir entrepreneur était d'abord de ne pas dépendre, de ne pas avoir un salaire. Et puis, j'étais préparé à ça, à avoir les commissions de 2, 3 deals et tout. Donc, on m'a dit ça, je me suis dit, ok, c'est bon, et je vais travailler. Ce qui était bien, c'est l'équipe que j'avais autour de moi. Et puis, c'est trop important dans la vie. Tu ne peux pas tout accomplir seul. Maintenant, même, je vais tromper si je me mets ici entre dire que non, j'ai tout fait, c'était mon effort, je lisais tout. Il y avait vraiment des amis autour de moi. Et puis, j'étais vulnérable. Le problème avec nous, les jeunes gens, aujourd'hui, c'est comme si on a peur de dire que on est incapable de faire quelque chose ou on ne connaît pas. On veut juste se présenter comme si on connaît tout. Et puis, c'est là complexe l'affaire. Même si quelqu'un veut t'aider, et ça devient compliqué. Donc, il faut juste être vulnérable. C'est ce que moi, j'avais fait. J'ai parlé à mes amis, à des agents qui étaient là déjà, les anciens. Guys, je ne connais pas l'affaire. Aidez-moi à faire, aidez-moi à vendre, aidez-moi à louer. Et c'est comme ça, avec cet esprit-là. Et des gens étaient quand même ouverts envers moi. Ils m'aidaient. Je me souviens, les premiers deals que j'ai fait, c'était une location. Ici, c'est à Jobo. C'était une location de, je crois, 16 000 rentes. Je ne sais pas en dollars, maintenant, c'est combien. Donc, je n'avais pas une maison, mais je connaissais un Congolais qui cherchait une maison. Et du coup, j'ai parlé avec tout le monde à l'office. Non, les amis, j'ai connu une famille qui cherche une maison et qui peut nous aider, qui a une maison et tout. Il y a juste un collègue qui avait une maison. Et on est parti. Mon client vit la maison et voilà, ils ont aimé et ils ont signé les documents et on a conclu l'affaire. Donc, c'était mon premier deal dans l'immobilier. Et ça m'avait pris à peu près 3 mois. 3 mois pour réaliser votre première fois. Exactement. En tout cas, ça... Que j'ai bouffé l'argent d'immobilier. Waouh. Alors, là, vous avez plus parlé de vos expériences en tant qu'employé. Mais aussi, on aimerait en fait savoir de vos expériences en tant qu'entrepreneur. Et à savoir qu'actuellement, vous êtes en train d'œuvrer dans deux pays. Il y a l'Afrique du Sud et il y a le Congo. À savoir déjà avec toutes les réalités actuelles. Comment en fait vous pouvez définir le business? Est-ce que vous migrez, vous installez au Congo, à savoir que vous êtes déjà habitué avec un marché sud-africain? Est-ce que ces processus étaient faciles? Est-ce que l'adaptation au milieu était vraiment-il favorable par rapport à ce que vous voulez, ou vous êtes adapté comme vous l'avez expliqué récemment là? D'accord, merci beaucoup pour la question. En fait, avant d'arriver là,
je vais juste vous donner un peu l'histoire par rapport à ma compagnie. Et bon, beaucoup s'est passé au fil d'années. C'est en 2017 que je me suis décidé de dire non, donc je ne peux pas continuer comme ça. Je vais tenter l'expérience seul. Donc, je vais me lancer dans mon propre business. Je devais commencer avec doser. Comme tout entrepreneur, au début, on ne sait pas exactement quoi faire. Je m'étais lancé dans beaucoup de choses à la fois. Donc, j'étais dans des fashion, des polos, je faisais ça. Donc, je cherchais en tout cas quoi faire. Et cela s'est passé vers 2017, 2018. Et à la fin, je me suis décidé de me lancer juste dans l'immobilier. Et puis, j'ai créé ma propre compagnie Dosé. Et juste pour ceux qui ne connaissent pas, parce que Dosé en soi à Lingala ou au Congo, ou peut-être en anglais aussi, ça veut dire calm down, calme, dosé et tout. Mais j'ai une signification pour ça. Donc, ça veut dire, ma maman s'appelle Doris, son prénom. Et mon feu père s'appelait Zeti. Ses amis aimaient bien l'appeler Zeti. Et je me souviens, j'avais parlé avec mon frère une fois là, Emmanuel, on réfléchissait sur un nom, on va donner quel nom pour la compagnie. Il y avait beaucoup d'idées. Juste comme ça, je me suis dit Dosé, qui signifie Doris, et Zeti, on a mis ça ensemble. Donc, c'est un peu avec cet esprit-là que j'ai lancé mon entreprise. Et pour moi, c'est plus que non. Parce que quand je vois ma mère, c'est le travail. Et mon père était beaucoup plus l'homme de foi. Donc, lui, il était en fait pasteur. Et on nous disait toujours à la maison que nous, on vous fait vivre par la foi. Donc, on n'avait pas assez de moyens. Mais on vivait quand même. On était à 6. On est allé dans de bonnes écoles et tout. Donc, c'est avec cette foi-là que j'ai lancé ma compagnie. Et les noms-là m'inspirent toujours. Et voilà un peu, c'est en 2019, officiellement, j'ai enregistré la compagnie ici en Afrique du Sud. Il y a des procédures à suivre. Mais aussi, j'avais une question peu essentielle. C'est que aujourd'hui, la plupart des jeunes étrangers, si il faut le dire, ont cette peur-là de pouvoir s'y mettre en Afrique du Sud, en l'occurrence. Et ils disent non, voilà, il y a des processus et tout. Au final, ils finissent par abandonner. Alors, vous, comment était-il possible d'avoir toutes ces paroles négatives venant de notre communauté congolaise en disant que c'est impossible pour vous de pouvoir enregistrer une compagnie? Mais comment vous êtes arrivé à enregistrer la vôtre, en fait? Et en fait, je crois, ce que je remarque avec nous les Congolais, on n'essaie pas à faire quelque chose. On écoute trop. Okay. Puis tu peux te décourager même avant de faire quelque chose. Imagine un peu en Afrique du Sud, je crois c'est même plus facile d'avoir une compagnie qu'au Congo. Wow. J'ai l'expérience. Impressionnant. Je l'ai fait au Congo, je l'ai fait ici. Et quand on te parle de tout cela, et puis la majorité des gens, ce sont des gens qui n'ont même pas fait ça. Ils vont te dire non, c'est compliqué. En Afrique du Sud, si tu as ton passeport, tu pars seulement en ligne. Il y a l'histoire qui s'appelle CIPC. Tu vas là, tu le fais, je crois que c'est ça, 50 rands, une affaire de $10. Tu le fais, tu as ta compagnie, tu as tout. Tax number, et tu as tout. Donc, c'est simple que ça. Personne ne te trompe. Et au Congo même, on en parlera, c'est un peu plus compliqué qu'ici. Donc, en fait, quand tu fais quelque chose, il faut avoir un cadre juridique. Même si tu as une compagnie, c'est que moi, j'avais compris. J'avais des idées, j'avais des bons trucs à faire. Mais pour bien se lancer, il faut automatiquement te protéger. Tu vois un peu. Parce que le business qu'on fait, par exemple l'immobilier, c'est un business trop sensible. On a des informations des gens qu'on doit garder et tout. Puis avec l'immobilier, avec l'expérience que j'avais, j'ai enregistré ma compagnie. J'ai aussi trouvé des partenaires sud-africains. C'est toujours important. Je suis étranger. Pour bien m'installer dans un pays étranger, il faut avoir des partenaires sur place. Et puis, c'est avec ces partenaires-là que j'ai encore beaucoup plus avancé. Donc, c'est un peu ça. On a créé Dosé et ma vision, en fait, pour Dosé, c'est pas une compagnie. C'est une marque. OK.
Si vous pouvez aller dans notre site internet, vous pouvez voir notre vision, c'est de devenir la marque la plus emblématique au monde. OK. Donc, c'est ça ma vision. Je ne vois pas Dosé comme une compagnie. Donc, tout ce que l'on fait dans Dosé, on attache ces valeurs-là et la qualité. C'est la chose la plus importante qu'on donne à nos clients. Tant que tout le monde en Afrique du Sud, au Congo, peuvent connaître les noms Dosé, ça me va, même si je ne faisais pas d'argent. Tant que Nému, tu connais que non, il y a Dosé, et tes amis connaissent qu'il y a Dosé, il y a une certaine valeur attachée à ça, là, ça me va. Donc si, en fait, je vais comprendre qu'actuellement, vous êtes plus sur l'image des marques, que vous voulez d'abord faire asseoir votre image et que votre nom soit dans la bouche de tout le monde, et vous pensez que cela est une source de richesse, ou bien vous les faites juste, je sais pas trop, quelles sont vos intentions derrière? Exactement. Némi, tu sais, aujourd'hui, il y a des compagnies qui se font de l'argent seulement parce qu'ils ont un nom. Ils n'ont rien, ils n'ont pas d'assets, ils n'ont pas de biens, ils ont qu'un nom. Ils ont leur marque qui est bien établie. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça ma vision. Quand quelqu'un vient travailler avec nous, c'est la qualité. On veut offrir le meilleur de nous. Que quand il parle aux autres concernant Dosé, qu'on ne puisse pas avoir de doutes. Donc, c'est un peu ça, on construit notre marque. Et en faisant ça, on tient toujours compte de la base. Donc, la compagnie, c'est juste les systèmes qu'il faut mettre en place. Il ne faut pas oublier. Des fois, on sort beaucoup plus faire la marketing. Je peux te dire, je vais avouer, c'est la première fois que je vais faire la caméra. Dans les 5 ans d'expérience que j'ai comme entrepreneur, je crois, c'est toi-même qui m'as encouragé. Et c'est la première fois que je parle de mon expérience par rapport à ça. Et la majorité du temps, comme jeune, avant même d'avoir quelque chose, avant même d'avoir votre compagnie bien établie, vous avez la base, les visions, tout ce que vous avez à faire. Et on est juste en train de faire des bruits. Donc, je pense que non, c'est bien de commencer avec la base. Et puis, l'extérieur va se présenter de la sorte. Donc, c'est un peu ça avec Dosé. En Afrique du Sud, on se concentre plus sur la vente de maisons, l'achat et puis location. Donc, j'ai une équipe d'agents qui sont là, des fois, il faut pousser les gens. Et ce qui est bien, c'est juste un conseil que je vais donner. Si tu veux devenir entrepreneur, il faut d'abord travailler, être, je ne sais pas, employé, ou toi-même, tu dois d'abord être travailleur pour comprendre exactement ça marche, comment ça fonctionne, comment votre secteur. Et quand tu fais ça, demain, quand tu auras des employés, tu sauras comment les manager. Vous voyez un peu. Tu peux pas être chairman, CEO. Tu sais pas comment est-ce que être employé et tu vas donner des ordres aux employés. Toi-même, tu vas pas maîtriser. Donc, c'est un peu ça. J'ai une équipe d'agents. Et maintenant, au moins, comme tu venais de dire, je cherche un peu à élargir nos horizons et lancer Dosé au Congo. Pour moi, je pense que j'ai beaucoup plus à donner au Congo qu'ici en Afrique du Sud. Et mes amis sud-africains ne vont pas aimer ça, mais c'est ça la vérité. Mais est-ce que vous pouvez un peu expliquer cette thèse-là? Vous avez beaucoup à donner au Congo, parce que là, j'ai comme l'impression que c'est un discours présidentiel. J'ai plus à donner au Congo qu'ici. Est-ce que pouvez-vous, en quelque sorte, expliquer qu'est-ce que vous voulez vraiment dire par là? Et non, mon frère, le Congo nous a tout donné. Le Congo nous a donné la vie. Même le fait qu'on est là, et c'est le Congo qui nous a fait. Nos parents, l'argent qu'on nous a envoyé ici provenait de là. Du Congo, exact. Parfois avec des sacrifices qu'on ne peut pas imaginer. Donc du coup, je me retrouve ici. Je fais de mon mieux pour aussi donner quelque chose dans ce pays qui nous a reçus pendant longtemps. Raison pour laquelle j'emploie un nombre de Sud-Africains qui travaillent avec moi comme agent immobilier. Donc, mais avec le Congo,
c'est le cœur qui est là. Ma tête peut être ici, mais mon cœur est au Congo. Et pour répondre à votre question, je pense que si on était venu ici, c'était pas pour rester ici pour les bons. Pour moi, personnellement. Avec l'expérience que j'ai, je tiens vraiment à aller au pays et donner et apporter quelque chose à l'édifice. Vous voyez un peu. Et autre chose, en Afrique du Sud, le marché est un peu saturé. OK. Et au Congo, le marché est pratiquement vierge. Parlons de l'immobilier. Au Congo, être commissionnaire, c'est un cop, comme on dit. Donc, ça m'a même étonné quand j'étais à Kin. En fait, la première fois quand j'étais parti, c'était juste pour voir le marché. Les gens se comportent comment, parce que bon, c'est un conseil gratuit aux entrepreneurs. Je suis bien établi en Afrique du Sud, j'ai de l'expérience. Et je ne devais pas croire que quand je pars au Congo, ça sera la même chose. Non, donc j'étais parti pour la première fois, c'était en 2021, je crois, pour juste voir c'est comment, les gens se comportent comment, c'est comment le marché, juste plus comprendre l'environnement culturel, politique, le monde d'affaires. Je l'avais passé pratiquement 4 mois là-bas, sans rien faire. Et quand je suis rentré pour la deuxième fois, c'est quand je me suis décidé que non, c'est le moment. Je devais établir ma compagnie. Et carrément, je devais parler avec des gens. Je parlais avec Papatos, je crois. C'est un business coach. OK. Il fait des consulting. Et puis, c'est toujours important. On se lance pas dans quelque chose quand on connaît rien de l'environnement, tu te lances comme ça. Et il m'a beaucoup conseillé et tout. Et moi, je me suis dit, pour changer des choses, il faut faire quelque chose d'un peu différent. Quand on parle de commissionnaire, moi, je suis fier aujourd'hui, quand même si quand je suis à Kinshasa, pour les je suis commissionnaire. Avant, c'était pas comme ça. Parce que quand je parle de commissionnaire, c'est quand les gens te disent que non, mais toi, tu es allé en Afrique du Sud, tu as fait 11 ans, tu rentres aussi commissionnaire. C'est quoi cette histoire? Donc, c'est comme si tu as honte. Les gens ont honte de ça. Pourquoi? Parce que quand on parle de commissionnaire, premièrement, tout le monde au Congo est commissionnaire. Tu peux être là en train de faire ton truc. En coopération Moreza, tu es là, tu pars, tu vends, tu as ton argent. Il y a des commissionnaires qui se mettent sous le bois, sous les arbres, en train d'attendre les gens en train de venir et tout, il y a des marchés. En fait, puis la majorité n'ont pas une bonne réputation. Ouais, c'est comme si c'est stressant. D'abord même de demander au commissionnaire d'aller te montrer une maison. Tracasserie, comme des policiers à Kinshasa. Monga makolo, il y a ça. Donc, avant même que tu puisses avoir cette maison-là, tu as déjà dépensé de l'argent et tu n'as pas de maison. Moi, je me suis dit carrément non. Avec l'expérience que j'ai ici, j'amène ça là-bas au Congo. Premièrement, on doit occuper l'espace digital. OK. J'ai vu il y a quelques amis qui font ça. J'ai vu il y a quelques compagnies qui les font, mais l'espace n'est pas saturé. Il y a toujours... Il y a beaucoup plus. Imagine un peu, mon frère, au Congo, il y a plus de, estimons à 120 millions d'habitants. Énorme. Et en Afrique du Sud, il y a à peu près 57 millions d'habitants. Et dans l'immobilier, je peux dire en Afrique du Sud, il y a plus de 400 ou 300 compagnies immobilières en Afrique du Sud. Wow. Bien établies. Genre assis, c'est OK, calme. Exactement. Et ils sont en train de servir 57 millions d'habitants. Et au Congo, on est plus de 120 millions. Je peux te dire maintenant, même si vous partez sur Internet, heureusement aujourd'hui on a l'information facile, tapez seulement compagnie immobilière au Congo, tu ne vas pas voir plus de 100. Ils sont là, c'est beaucoup. Mais tu ne vas pas voir, tu vas pas voir plus de 100. Pour une population comme ça, et on va les servir comment? Imagine un peu, chaque jour, il y a des familles qui cherchent des maisons à acheter, à vendre, à ceux qui veulent louer. Et subitement, ils ont pas ce genre de services à leur disponibilité. Donc,
carrément, je m'étais décidé à me lancer à ça. Et en commençant pour professionnaliser ça, on a ouvert un bureau, juste d'abord pour donner un cadre. Ok. C'est quand tu fais un business, la confiance doit primer. Et parmi les histoires qui font que le client puisse te faire confiance, c'est d'abord l'adresse. Ok. Tu imagines un peu dans l'immobilier, c'est pas des petites sommes d'argent. Ce sont vraiment de grandes sommes d'argent. Très énormes. Et quand tu veux dealer avec quelqu'un, c'est pas tu habites où, votre bureau c'est où, il peut pas te faire confiance. Donc, avec cette idée dans l'esprit, je me suis décidé d'abord d'ouvrir un bureau. Et on l'a fait. Et notre bureau, on a eu vers Mongafula. C'est juste sur Bypass, la nationale numéro 1. Et en fait, mon idée, c'est d'avoir ça, d'apporter nos services près de la population. Ouais, dans chaque commune, normalement, Inch'Allah, on doit avoir un bureau. Et cela doit s'étendre dans tous les pays. Quand quelqu'un... Vous avez un bilan comme la présidence. Non, en fait, je pense, mon frère, le business, c'est pas trop l'argent qui compte, c'est la vision que tu as. Exactement. C'est qui te fait réveiller le matin. Tu entres dans ta voiture, tu pars au bureau, tu rentres à la maison. Ce n'est pas l'argent. C'est cette vision, c'est une vision et une mission que tu dois avoir. Comme je viens de te dire, donc c'est ça notre vision, d'avoir dans chaque commune, on doit avoir un bureau. Pourquoi? Parce que ça va faciliter les gens. Quand quelqu'un sait que non, je vais acheter une maison, doser, et juste au coin, il vient. Nos agents sont trop professionnels. On ne demande pas ma colo et tout. Non, on te rend d'abord service. Tu es content, tu as aimé, tu payes ce que tu dois payer. Et puis, on continue. Mais maintenant, j'aimerais savoir, parce que si peut-être je vais illustrer House Vision dans un exemple à donner, comme actuellement, comme il est en Tunisie, comme actuellement, il travaille sur un prêt qui s'appelle le prêt étudiant avantageux. En fait, il a remarqué que aujourd'hui, en Tunisie, les jeunes qui viennent étudier font face à des problèmes financiers. Et à savoir que comme tout étranger, lorsque tu vas à l'université, avant que tu finisses, tu es obligé de solder la totalité de frais. Si tu ne soldes pas, c'est un problème. À savoir qu'au Congo, avec la connexion, des fois, avec tout ce qui se passe, que les étudiants ont vraiment des problèmes financiers énormes. Alors, les CEO, Glody Kambembo, a pensé à ce que je peux, comme il donne des prêts personnels, qui est à 40% de remboursement, mais il a aussi créé des prêts étudiants, qui est à 30% de remboursement, avec un délai flexible, uniquement pour les étudiants. On peut voir que il a en fait apporté une valeur ajoutée à quelque chose qui n'existait pas avant pour rendre la vie étudiantine facile. Alors, vous pensez que Doser aujourd'hui vient répondre à quelle question face à l'environnement à laquelle vous voulez vous intégrer, notamment au Congo? Quelles sont des questions majeures en tant qu'entrepreneur? Vous dites que non, voilà, je viens répondre à ces questions avec mon entreprise. D'accord. Premièrement, je vais te dire, mon frère, au Congo, on a beaucoup plus de commerçants. OK. Le secteur des services est vraiment sous-développé. Aujourd'hui, imaginons un peu si tu parlais à un jeune garçon au Congo, je dis, OK, je veux l'argent, je peux te donner, tu vas faire quoi? Automatiquement, ce qui vient dans sa tête, c'est faire le commerce. Non, je dois aller acheter, faire quelque chose et vendre. Donc, le secteur des services est sous-développé, je peux le dire. Les services veut dire quoi? Comme tu peux le savoir, dans l'économie, on a deux genres de marchés. On a le bien et puis les services. Le bien, il y en a. Quand tu pars au Congo, partout, il y a des bars, il y a tout. Mais les services, disons, comme ce que tu venais de me parler là. Oui. Les loans, les prêts, les services immobiliers, les services consulting. Il y a comme le podcast. Il y a comme le podcast, c'est un service.
Voyez un peu. Et c'est vraiment sous-développé. Les gens ne se donnent pas ça. Oh, il y a vraiment l'argent dans cette affaire-là. Donc, pour moi, carrément, ce que je vais apporter et ce que je suis en train d'apporter au Congo, c'est ces services-là d'immobilier. Pour dire d'immobilier. Pour dire que non, ça peut pas être difficile pour quelqu'un acheter une maison en toute sécurité. OK. Ou avoir une maison à louer facilement. Vous voyez, parce qu'on est dans un pays, en Afrique du Sud, il y a beaucoup plus de sécurité dans le monde immobilier. Il n'y a pas trop de fraudes, il n'y a pas trop d'histoires. Et au Congo, malheureusement, c'est pas vraiment bien organisé. Donc, l'apport que moi, personnellement, je vais apporter, c'est juste cette garantie-là. Quand M. Nemi va acheter une maison au Congo, tu n'as pas la peur de perdre ton argent. Ça arrive. Il y a beaucoup de gens qui ont envoyé l'argent au Congo. Même au Congo, là, tu achètes une parcelle, on te dit demain, non, la parcelle a été vendue par une autre personne. Non, il y a beaucoup de problèmes sur ça. Donc, pour nous, carrément, quand on s'est lancé dans ça, on a étudié tous ces paramètres-là. Quand quelqu'un veut vendre, on a placé des procédures en place. On ne vend pas n'importe où ou n'importe comment. On vérifie les documents, qui est le vrai propriétaire de la parcelle. Et la parcelle n'est pas en conflit. Et toutes ces histoires-là doivent être d'abord checkées. Donc, quand tu pars en ligne dans notre site internet ou à nos différents bureaux, quand tu demandes, quand tu vas acheter une maison, on est à 100% sûr que non, tu n'achètes pas une maison déjà vendue ou qu'il y a un problème. Donc, c'est un peu soulager la population. Ça, c'est premièrement l'apport qu'on apporte. Et deuxièmement, on ne fait pas seulement la vente et l'achat, on fait aussi la gestion immobilière. Tu t'imagines un peu, il y a beaucoup de gens aujourd'hui en Europe, même au Congo, ils ont construit des appartements, mais ils ne savent pas comment gérer ça. Ils ont juste des locataires qu'ils ont mis et d'abord, premièrement, c'était pas l'état de leur appartement. Des fois, les locataires leur donnent des problèmes et tout. Donc, nous, on veut un peu occuper cet espace-là. Pas seulement avec les individus, même avec le gouvernement. Tenez un peu, en Afrique du Sud, on est là. La majorité des compagnies gestionnaires des immeubles et des gouvernements sont des privés. Ça, en tout cas, c'est pour la première fois que j'apprends ça. C'est ça la vérité. Parce que l'expérience, c'est que l'État a beaucoup de trucs à faire. Même les individus. Carrément, construire, c'est autre chose. Gérer, c'est autre chose. Et puis, c'est une spécialité en soi qui doit gérer ça. Donc, on veut un peu faciliter cet aspect-là. Gestion, on veut dire quoi? Tu peux avoir une maison ou un appartement ou un complexe. Tu nous appelles. Dosez, venez, on viendra, on fait notre expertise par rapport à ça, quel genre de service tu veux. Si la sécurité, la maintenance, payroll, je sais pas en français, c'est comment contrôler l'argent des tenants. On peut récupérer les loyers pour vous et on fait des maintenances et vous avez votre argent. Et faire des suivis avec les locataires pour ne pas avoir des problèmes avec eux. En fait, toi, tu as investi. Tu as tous les droits de juste être calme et bouffer votre argent. Il y a aucun patron au monde qui aime aller derrière les gens pour demander l'argent. Imagine un peu, tu as dépensé plus de 2 millions de dollars pour construire votre immeuble et puis chaque jour, tu dois être là derrière les gens. Non, faut t'aider, donne l'argent. Ce n'est pas bien. Tu as tous les droits de juste relaxer et on va faire le travail pour vous. Ça, c'est notre deuxième apport qu'on apporte. Et au Congo, c'est quelque chose que je ne fais pas ici en Afrique du Sud. On va plus faire On est aussi promoteur immobilier. On est aussi promoteur immobilier qui veut dire développer et construire.
Et moi, je vais plus me focaliser, on veut plus se focaliser sur des maisons abordables, affordable housing. Qui veut dire, au Congo, on a un problème terrible des maisons. La population est tellement grande que on n'a pas assez de maisons pour loger cette population. Mm-hmm. Donc, nous, ce qu'on le fait avec nos partenaires, on identifie des terrains vides. Jusque là au Congo, les gens vendent des terrains sans même, je vais dire quoi, l'urbanisation, lotissement. On vend juste comme ça, en désordre. Hein? Raison pour laquelle on a des érosions. On appelle ça quoi? City planning. Mm-hmm. Donc, planifier. Vous ne pensez peut-être pas que c'est un problème du ministère des Plans ou les cadastres, comme on appelle. En fait, le Congo a tellement trop de problèmes que si on laissait tout au gouvernement, on finira par rien faire. Mm-hmm. À un autre niveau, comme entrepreneur et le privé, je pense qu'on a aussi une puissance à changer quelque chose. Mm-hmm. Vous voyez, à notre niveau. Et c'est possible. Et cela dépend que de nous. Vous voyez un peu, il y a des gens qui ont des terres, jusque-là, des chefs de terre qui vendent toujours, des gens qui ont acheté, ils ne savent pas quoi faire avec. Mais ce que l'on fait, on a notre équipe des architectes qui réfléchissent bien, qui ne sont pas comme ceux qui travaillent au gouvernement. Malheureusement. Et si le gouvernement veut que l'argent et tout, mais quelqu'un peut avoir 5 hectares, et il ne sait pas quoi faire avec. Et nous, comme Dosé, on achète des terres et on travaille aussi avec ceux qui ont des terres qui ne savent pas quoi faire avec. Okay. Pour dire quoi? On crée quelque chose, on donne l'image, premièrement, sur cette histoire-là. Comment? Tu viens chez nous, tu dis, ok, Dosé, j'ai par exemple... Monsieur Joseph, on a 5 hectares de terre, on veut développer ça. On va appeler nos architectes et nos planeurs. Ils viennent, on fait ce qu'on doit faire dans ça. On s'est dit, ok, dans cette étendue de la terre, on va mettre genre les marchés, un mall, par exemple 40 maisons résidentielles, églises et tout. Donc, on crée juste, au fait, un cadre où les gens qui peuvent habiter là ont tout. Mm-hmm. Vous voyez un peu. Par exemple, là, on est en train de travailler sur un projet qui est vers Kinshasa, en Sélé. C'est vraiment Ngengenge de l'autre côté. Donc, on va créer, en fait, une cité. Quand quelqu'un est là, il ne va pas dépendre de Gombe. OK. On vit en Afrique du Sud, tu peux tout faire là où tu es. Mm-hmm. Au Congo, désolé de le dire, quand tu sors le matin, c'est une direction. Ville. Mm. Tout le monde à laquelle il est. Okay. Parce qu'il y a tout là-bas, en fait. Il y a des marchés, il y a tout. On doit apprendre à décentraliser. Quelqu'un qui vit à Mongafula doit être à mesure de... Tout faire à Mongafula. Tout faire à Mongafula. Mais c'est quand même encourageant. J'étais à Kenya, il y a des supermarchés maintenant partout. Et ça ne suffit pas avec ça. On doit vraiment beaucoup plus créer. Donc, pour moi, pour rentrer dans ce que je disais, on veut plus construire des maisons qui sont abordables à tout le monde. Parce que si en fait je vais résumer, c'est comme ça que j'ai vu ici. Parce que moi, à savoir que malgré le fait que je sois sur le podcast, j'ai aussi une profession personnelle, à voir que je suis créateur de contenu et real estate photographer. Et puis, à voir que autrefois, j'ai eu un shooting à Midstream, vers Saint-Thérion là-bas. Je suis allé, j'étais tellement étonné qu'on entre dans ces estates-là. Il y avait la station, on vend l'essence. J'ai même vu McDonald's, il y avait Nando's, il y a des écoles, donc il y a tout. C'est comme une cité. Exactement. À part que j'étais tellement étonné de voir que tu peux passer toute une vie là-bas sans pour autant envier à partir dehors. Exactement. Alors, donc déjà, à voir que si vous avez une idée pareille pour le Congo, honnêtement, c'est un projet que moi, j'applaudis énormément. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur. Maintenant, à voir que... Parce que si on voit tout ça, vous êtes parti d'une vision. Mais cette vision-là, sans le courage, resterait une vision mentale. Parce que là, elle est en train d'être
d'être concrétisé. Alors, ma question serait de savoir, pour que vous vous lanciez dans votre propre boîte, vous avez eu besoin d'argent ou de courage? Ça, c'est une question un peu pertinente. Exactement. En fait, tu as besoin de l'argent et du courage. Okay. Et je pense que le courage est plus important que l'argent. Pourquoi je dis ça? L'argent peut provenir d'une personne. Okay. Et cette personne-là va te donner l'argent que si tu as du courage. Tu peux avoir l'argent. Némi, on a connu beaucoup de gens qui sont issus des familles riches. Mais ils n'ont même pas d'entreprise, ils n'ont rien. Je ne dis pas que tout le monde est appelé à être entrepreneur. Mais ils n'ont pas ce courage d'entreprendre. Pour eux, c'est juste bouffer de l'argent. Tu peux avoir de l'argent et manger ça, comme on dit en termes simples. Mais le courage, on ne mange pas ça. Le courage, ça se met en pratique. En fait, au-delà même du courage, je vais ajouter, il faut avoir le courage et l'ambition. Ok. Parce que quand tu es juste courageux, tu vas faire des histoires comme un fou, par exemple. Il y a trop excès de courage aussi. Exactement, tu vas mal gérer ça. Yeah. Je connais beaucoup de courageux, comme on dit, on va courager. Ils sont là en train de rien faire. Pourquoi? Ils ne savent pas canaliser leur courage. Okay. Donc, le conseil que moi je vais donner, premièrement, découvre tu es fort dans quoi. Ok. Et deviens bon dans ça. Ouais. Tu peux être... on n'est pas tous appelés à devenir, par exemple, des banquiers ou avoir des entreprises de fabrication de fusées comme Elon Musk et tout. Mais si tu découvres ce que tu aimes, tu peux te dire que non, j'aime les sports. Ok. Travailler, tu peux avoir un travail comme gymnaste ou entraîneur et tout. Ça, c'est autre chose. Mais pour devenir entrepreneur, il faut maintenant avoir le courage de prendre le risque de commencer. Commencer, ça veut dire quoi? D'abord, informe-toi bien. Lis suffisamment. Nous, les Congolais, on a un problème de lire. Bon, en fait, c'est l'homme noir en général. Et c'est un défaut. C'est un défaut. On doit apprendre à lire. Je dis que, ok, moi, je vais, par exemple, devenir... Dans mon cas, je suis dans l'immobilier. Je peux beaucoup faire. Mais je me dis, si je disperse mes énergies, je finirai par rien faire. Ok. Laisse-moi me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Ça peut me prendre beaucoup de temps. Et sûrement des tentations. Raison pour laquelle je dis, je peux avoir le courage, mais l'ambition doit primer. Je me vois où dans 5 ans? Ou dans 10 ans. Mais je pense aussi que le découragement de certaines personnes, ce ne sont pas en fait des choses qui viennent de l'intérieur. Parce que l'extérieur vient plus influencer notre état interne. Parce que je peux donner l'exemple comme le jugement aujourd'hui. C'est quelque chose qui tue énormément le jeune même à entreprendre. À voir que si peut-être c'est une grande personne qui était en train de parler à votre place, ils vont juste faire du storytelling. Ils vont dire ce qu'ils ont fait, comment ils sont graves, comment ils ont su faire ceci, cela. Alors qu'en tant que jeune, aujourd'hui, on est sur un aspect où nous sommes en train de faire du story making. Nous sommes encore en train de créer notre histoire. Où je vais partir sur un concept où c'est mieux. Moi, honnêtement, je trouve que c'est mieux de parler avec des gens qui partagent leurs histoires à temps réel, que des gens qui viennent nous parler de ce qu'ils ont fait et ajouter de la sauce. Et puis, au final, on peut aussi voir que quand on va essayer de vérifier ces informations-là, ce sont des informations qui ne sont pas certainement vraies. Parce qu'aujourd'hui, tous nos parents nous disent que j'étais génie à l'école. Je faisais que 90, 80 et tout. Mais au final, autrefois même, je me rappelle, j'étais encore au Congo. Moi, en tout cas, mon père, il m'a jamais dit qu'il était le super-héros, le génie.
quand j'ai fini le bac et tout, j'ai vu son bulletin et tout. Il avait fait 58. J'étais genre, waouh, 58 et moi, voir que j'avais fait moins que ça. Tu as fait combien? Non. Je vais dévoiler les secrets en public. Bon, je sais que j'avais fait 54, Ok. bien sûr, mais à voir que il a quand même été vrai au moment où il ne voulait pas que j'ai l'image de lui en tant que super-héros. Mais aujourd'hui, même si un jeune entrepreneur veut parler de son histoire, il se met sur un point où il se considère comme un être suprême, comme un super-héros. Il donne l'impression aux gens que ce qu'il lui fait est extraordinaire et que les autres ne peuvent pas faire. Alors, est-ce que vous pouvez avoir un point à mettre sur cette manière de penser? Parce que vous êtes très à l'aise de partager de vos expériences. Cela, en fait, est influencé par rapport au milieu que vous avez vécu, par rapport à votre niveau académique, ou c'est juste parce que vous voulez que les autres aussi sortent d'une situation critique au travers de votre histoire, ou bien, j'aimerais un peu savoir c'est quoi l'idée derrière tout ça. Oui, mon frère, en fait, je pense dans la vie, il faut pas d'abord laisser les gens te décourager. C'est la chose la plus importante que... Écoute ce que les gens disent. Si tu as une idée, tu t'imagines un peu, c'est toi celle qui connaît ce que tu vas faire. Chacun a son idée. Moi-même, quand je suis de parler avec toi, je peux venir ici en train de tout changer. Même dans ton propre truc, tu m'as invité ici, je vais te donner les idées. Mais toi-même, tu dois savoir c'est quoi ta vision. Tu m'as invité ici. Toi-même, tu avais d'abord quel modèle, quel setup. Imagine un peu, j'arrive ici, j'ai dit non, Némi, les micros ici, il faut mettre ça là-bas. L'autre, il faut mettre ça là-bas. Et toi, tu te décourages pour ça. Et la majorité... C'est triste, mais ce qui se passe avec beaucoup de jeunes. Pourquoi? Parce que on n'est pas sûr de ce que l'on veut. La première chose à faire pour être entrepreneur, sois sûr de toi. Ça va paraître un peu arrogant, mais sois un peu fou. Sois sûr de toi, 100%. C'est comme Steve Jobs avait dit, le monde a été changé par des gens qui sont des fous, ou des gens pensaient qu'ils étaient des fous. Il a dit qu'il faut être fou pour changer le monde. Si tu n'es pas fou, tu connais la définition de la folie, c'est quoi? Donc tu vois des trucs autrement. Parce qu'il y a des normaux. Il y a des gens qui sont normaux et il y a des fous. Généralement, dans Congo, on appelle l'Iboma. Et si tu veux vraiment être entrepreneur, surtout au Congo, il faut être l'Iboma, il faut être fou. Il faut être fou. Qui veut dire quoi? Quand tout le monde voit que non, le pays ne va pas bien, la situation géopolitique n'est pas bien, la situation économique n'est pas bien. Toi, quand tu arrives là, tu vois des trucs autrement. Comment autrement? Et tu vas remarquer que la majorité des gens qui vont te dire tous ces trucs-là n'ont pas d'argent et n'ont pas de vision, n'ont rien accompli. Qui vont te donner toutes ces réalités-là. Accepte ça. Cherche aussi à écouter ceux qui ont du succès. Même pays, même ville, il y a des gens qui vivent bien. Les gens moi, je rentre, je vois mes amis, mais c'est là que je me dis, bon, pourquoi j'ai dépensé, j'ai passé 11 ans en Afrique du Sud, j'ai l'eau toujours aujourd'hui, j'ai une très belle voiture comme, et ils sont des propriétaires de maisons, ils ont des familles, je n'en vis pas, mais juste pour dire que non, là où d'autres personnes pensent que c'est impossible. C'est impossible, il n'y a rien. Il y a d'autres personnes même milliers, qui sont en train de faire des exploits. Maintenant, toi, comme entrepreneur, tu te décides, ok, je vais devenir entrepreneur, je vais suivre qui? Ceux qui te découragent ou ceux qui ont du succès? Donc, carrément, tu dois vraiment fermer les yeux. Ne pas suivre les conseils qui découragent. Voyez un peu. Sois juste honnête
Écoute ce qu'ils sont en train de dire. Et beaucoup ont échoué. Ça ne veut pas dire que non, quand tu es entrepreneur à 100%, tu vas réussir. Utilise leur expérience avec l'intelligence que tu as, avec ton étoile. Comme je t'avais dit au début, chacun a son destinée. Donc, s'il y a quelqu'un qui avait échoué dans le même domaine que tu es en train de faire, ça ne veut pas dire que forcément tu vas échouer. Amen. Exactement. Vous avez sur un point chrétien. Non, exactement. C'est ça la vérité. Je suis aussi chrétien et je crois en ça. Et c'est ça la vérité, mon frère. Tu as ton étoile à toi. Il faut les laisser briller. Yeah. Il faut les laisser briller. Ceux qui ont échoué, je ne sais pas pour quelle raison. Écoute, prends les modèles. Suis l'exemple de ceux qui ont réussi. Focus. Et focus. Yeah. J'ai même un ami, Kennedy. Il me dit à tout moment, my man, focus. Focus. Parce que... You need to focus. Tu dois vraiment être très, très, très focus dans ce que tu fais. On est dans un monde très compliqué. Je vais te dire quelque chose. Je suis en Afrique du Sud pendant pratiquement 11 ans. On a étudié, j'ai mes cousins, on est venus, on a des générations. Génération A, c'était mes oncles, nous, génération B, on a nos petits qui viennent maintenant et tout. Les nous ici. Tu vas dévoiler les secrets. Les vous là. Les nous là. Donc, dans ma génération, pratiquement, on est à 3. Il y a des cousins et tout. Et ils travaillent tous. Des bons travails. Ils ont vraiment des salaires impeccables. Ils vivent bien. Et moi, je me suis décidé à être entrepreneur. Qui veut dire je n'ai pas un salaire. Quand je te parle maintenant là même, je sais même pas à la fin du mois je vais payer mon loyer comment. Parce que je ne peux même pas calculer. Quand quelqu'un a un salaire, peut dire que j'ai par exemple $2000 à la fin du mois, ça va venir. Et il en a. Ça va venir. Et par exemple, ici, c'est pas comme au Congo, quand tu as un salaire. Non, ici, c'est sûr. Donc, ça vient. Obligé. Et moi, tu te retrouves du coup, on est tous jeunes. Il y a des pressions dans la vie. Tu vas avoir ta voiture, tu vas avoir ton appartement à un bon quartier et tu veux bien t'habiller. Et tu le fais comment? Tu te sacrifies d'abord pour le business, des fois qui ne marche pas. Tu arrives à la fin du mois, tu as des dettes et tu dors pas. Donc, ce sont des trucs, quand tu veux devenir entrepreneur, comme tu parlais de pression, ce n'est pas fait pour tout le monde. Désolé de le dire. Je peux être ici en train de vous motiver, parler 1000 mots, et ce n'est pas fait pour tout le monde. Okay. Je pense qu'il y a des gens qui sont appelés à être entrepreneurs. Et ça se voit. Yeah. Il y a un parcours. Il y a l'histoire. Et ce que tu fais là aujourd'hui, par exemple, demain, tu peux avoir une chaîne de télévision ou une grande compagnie de consulting. Les podcasts peuvent devenir, tu peux avoir des milliards de views. On a commencé là. Il y a l'histoire. Exactement. Donc, tout entrepreneur a l'histoire. Quand tu vois un entrepreneur qui veut te dire que non, je n'ai pas l'histoire, ok, moi j'ai l'argent et tout, bon, ça arrive. Il faut vraiment te méfier de ce genre de conseils. Tout le monde, quand tu parles Elon Musk, tu prends Steve Jobs, en Afrique, Dangote, tout le monde. Ils ont des histoires. Ils ont commencé quelque part. Tu dois accepter avoir des nuits que tu dors pas. Sacrifier ton argent pour mettre dans le business. Jusqu'aujourd'hui, on continue à le faire. Yeah. Pourquoi? Tu te dis, quand tu te lances dans ça, c'est pour la vie. Et je pense, quand tu as cette mentalité-là, tu as la chance de beaucoup plus réussir dans l'entrepreneuriat. Okay. Tu te dis, it's do or die. Quand tu te dis, ok, je ne vais pas chercher un travail, je vais devenir entrepreneur. Ok, c'est bon, lance-toi. C'est très bien. Non, là, quand tu parles là, tu te dis, je vais soit mourir, soit achever ce que moi je vais. Donc, quand tu as cette mentalité-là, je pense, mon frère, personne ne va te stopper.
Ça, vous avez énormément raison. Je pense que même autrefois, vous nous avez accompagnés ici à Need You pour faire l'interview avec Manu. Vous avez vu que quand je suis venu avec cette idée-là, non, je vais me trouver un travail et tout, je suis passé. Genre, j'ai envoyé des CV en ligne. Je pense que vous m'avez même donné des conseils. Non, ouais. Tu peux même faire différents CV envoyés. J'ai envoyé. Mais au final, je me suis même décidé de dire non, peut-être ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas ces trucs-là en ligne. Je vais aller moi-même. J'ai imprimé des CV que je marchais avec. Je vais bureau par bureau. Ça ne marchait pas. Je suis même allé à Santon City là-bas. Je passe même je suis passé dans des shops, déposer le CV. Et puis, je suis arrivé, je pense, à Incredible. J'entre, je trouve le manager. J'ai dit non, I'm just coming to drop my CV. Et il m'a dit non, attends, je vais appeler la personne qui peut aider. Il appelle la personne. La personne prend mon CV. Il m'écrit son email derrière les CV. Pourquoi ne pas prendre seulement? Il dit, tu rentres, tu m'envoies l'email ici. Il faut scanner encore. Lorsque j'arrive à la maison, l'email n'est même pas lisible. Wow. Donc, tu te dis que c'était horrible. Et à voir que, même quand j'ai commencé, j'avais que la connaissance. Je me suis dit, je peux faire des photos, mais je n'ai pas de matos. Je fais comment? J'ai été à un niveau où je ne sais quoi faire. Mon frère m'a trouvé des clients qui voulaient faire des photos. Je me suis dit, bon, je fais comment? Je suis allé, j'ai loué une caméra. Quand j'ai loué la caméra, je suis venu, je fais des photos par maison. On paye 500 rand. Mais j'ai loué la caméra à 300 rand. Et je fais une seule maison. Au final, j'ai trouvé que je n'avais rien, mais je voulais quand même que ces gens-là savent que je peux faire quelque chose. Exactement. Alors, c'est au fil du temps que j'ai eu encore des clients, sans pour autant avoir du matériel, juste la connaissance. Je ne peux pas dire que j'ai réussi ou j'ai une richesse, mais c'est l'un de mes débuts. C'est ça qui a fait que j'ai de l'envol, que je me trouve dans la situation où j'aime maintenant. Exactement. Alors, on sait que la peur est l'absence du courage, mais le jeune doit avoir le courage. Moi, je sais que c'est toi qui es censé de poser des questions. Mais qu'est-ce que tu as fait pour ne pas abandonner? Moi, en fait, pour ne pas abandonner, c'était comme vous avez dit, la vision. J'avais une vision et le fait aussi de voir la situation. Tu te dis que tu es dans une situation où tu dois manger, tu dois te nourrir, tu dois payer le loyer, mais tu n'as pas d'argent. Tu as la connaissance. À savoir qu'à la fac, je fais business administration. Je n'ai pas fait tout ce qui est photographie. Mais j'ai commencé à voir, OK, si seulement mes qualités académiques ne peuvent pas me donner un travail, qu'est-ce que je peux faire? J'ai maintenant essayé de miser sur mon talent. J'ai vu que j'ai des talents en photographie. J'ai commencé à développer mon talent. Les talents, en fait, c'est comme un enfant. Tu dois prendre soin de ces talents-là. Il faut l'arroser pour qu'il grandisse. J'ai appris. Je sais que je sais faire des photos, mais pas à la perfection. J'ai appris. À longueur de temps, je suis passé. Mais en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Non, c'est l'un de mes premiers invités. C'était vraiment un plaisir énorme de vous avoir. Et je ne pense pas que c'est la dernière fois. Non, parce que j'ai comme l'impression que notre causerie n'est pas en fait finie. Non, c'est pas fini. Il y a beaucoup à dire, mais le temps en fait nous fait défaut. Mais je pense qu'avec le temps, on aura encore à organiser plus que ça et voir comment... Non, comme conseil, je pense à la jeunesse, surtout à la jeunesse congolaise. Entreprends. Prends le risque. C'est possible. OK. Oublions la politique. Les politiques vont jamais changer l'Afrique. L'Afrique, yeah. Et puis ça, c'est en général. Comme Africain, vois là où tu es, quel changement tu peux apporter, même pas dans tout le pays, dans ta communauté. Entreprends et sois ouvert, parle aux gens et en tout cas, c'est la seule voie pour assurer l'indépendance économique de l'Afrique. Donc, et puis, oui, on envie ceux qui ont le salaire, mais je vous jure, je vais jamais abandonner d'être entrepreneur pour avoir un salaire. Pourquoi? Il y a quelque chose qu'on n'achète jamais, le temps. Exactement. Je peux me décider aujourd'hui d'aller n'importe où je vais.
aller au Congo, Dubaï, partout. Personne ne va m'interdire. Je n'ai besoin de l'autorisation de personne. Donc, c'est un peu ça. Tu peux être employé, tu travailles, tu as l'argent, tu te déplaces pas. Tu travailles comme un esclave. Wow. Mais quand tu es entrepreneur, l'objectif final, c'est d'être en mesure de se faire de l'argent sans pouvoir travailler. Exactement. Et quand tu es jeune, quand tu as toutes tes énergies, concentre-toi sur ça. Il n'est jamais tard. On est tous jeunes, c'est le bon moment maintenant. Lance-toi dans tout ce que tu veux faire et le futur sera meilleur et votre destinée sera toujours meilleure. Amen, pasteur. Alors, c'était Néhémie Kambembo en studio avec Monsieur Dosé. Moi, je l'appelle Monsieur Dosé. Donc, c'était en fait un plaisir d'être devant vous. Et à savoir que cette émission a été sponsorisée par House Vision Microfinance Bank. Merci. De Monsieur Glody Kambembo, que on salue chèrement ici. Monsieur l'entrepreneur. Mais aussi à savoir que nous avons eu le soutien de Monsieur Eddie Khalid avec la fondation Mahmoud Khalid. Aussi, toutes ces personnes-là, à savoir que ils sont tous jeunes, qui veulent donner la force aux jeunes et de la lumière aux jeunes. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et aucune de nos prochains épisodes de podcast. Alors, c'était Néhémie Kambembo sur Salt Podcast avec Monsieur Dosé. Ciao. Ciao.